Histoire de crime, un balado du journal. Hey, salut les gars, on se retrouve pour une autre semaine. On va discuter ensemble des sujets sur lesquels on a travaillé, qui ont attiré notre attention. On est dans les archives du Journal de Montréal, au 4545 rue Frontenac. On est dans le sous-sol complètement de la bâtisse. Puis on va parler ensemble de sujets. On va commencer par se présenter. Valérie Gontier, je suis journaliste aux affaires criminelles. Maxime Delan, Oui. patrouilleur fait d'hiver et gars très fatigué. Ah oui, Les hein? poches que j'ai en dessous des yeux, c'est pas du maquillage. C'est la semaine de relâche Michael Nguyen, toi, t'es sorti de ton palais de justice pour venir nous parler. de Luca Rocco Magnotta. Excellent. Donc, moi, je vais vous parler d'un phénomène quand même inquiétant, le proxénétisme. Hein? C'est quelque chose qui m'occupe beaucoup. Mais je vais vous parler d'une façon qui a été trouvée pour prévenir ça. Et de mon côté, moi, je vais vous parler d'un phénomène aussi inquiétant, peut-être c'est différent du tien un peu, mais Ouais. c'est le white lining. Je vous en dis pas plus, je vais vous expliquer ça. C'est quelque chose dans un lié à la instant. sécurité routière. C'est ça. Notamment. Parfait. Maxime, c'est quoi ce phénomène-là des jeunes fous sur la route, là? Tout d'abord, salut Valérie. Salut. Tout ça, je veux vous parler du white lining. Le white lining, en gros, là, ça consiste à se filmer au volant en train de faire des comportements dangereux sur la route. Et d'ailleurs, c'est très populaire sur les réseaux sociaux. Ça a commencé aux États-Unis, ce phénomène-là. Ça a accumulé des dizaines et des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux parce que c'est des conducteurs essentiellement qui se filment avec leur téléphone cellulaire sur les routes et qui, on dit le white lining, c'est parce que tu dépasses... La ligne, oui, mais tu dépasses médiane. tellement tout le monde Ok. que tu es comme tout le temps sur les lignes blanches. Ça vient un peu de ça, le mot white line, donc white lining. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Vendredi dernier, en début d'heure de pointe, dans le secteur de Cartierville, donc dans le nord-ouest de Montréal, Ouais. moi, j'écoute les ondes, il faut comprendre, j'écoute les ondes de police, pompiers et tout ça. Et là, j'entends un appel pour un véhicule qui est tombé de l'autoroute. Je t'avoue, je comprends pas trop. Je dis, un véhicule qui est tombé de l'autoroute, je vais toujours bien me rendre sur place. Et chemin faisant, je fais des appels et je comprends que finalement, c'est 3 jeunes de 18 ans qui sont dans un VUS Acura. Et ce qu'on me dit, c'est qu'ils roulent à haute vitesse sur la 15 Sud Ouais. et qu'ils zigzaguent entre les véhicules à haute vitesse. Et là, ils essaient d'emprunter la sortie menant à la rue de Salaberry, ratent la sortie, continuent tout droit et ils heurtent une petite butte gazonnée. Et là, ça sert de rampe de propulsion, rampe de lancement. Ça ensuit un vol plané, mais on parle de quelques dizaines de mètres. Là. Moi, j'évalue à peu près une trentaine de mètres. Survole une clôture et tombe sur le toit parmi des arbres dans un quartier résidentiel, devant des résidences. oui. C'est un film d'action, ça. Oui, puis la scène, moi, j'arrive sur place. La scène est quand même particulière. T'as le véhicule à l'envers, devant des maisons. Tout ça pour dire que il y a des policiers de la SQ qui ont lu mon article et ils m'ont contacté au cours du week-end pour me dire « Fais ce que tu veux ». Mais ça s'apparente beaucoup à du white lining. Puis là, Toi, sur le coup, tu savais pas que c'était Ben, comme moi, je pensais un que acte téméraire ou, tu sais, on s'en doutait. Oui. On s'en doutait. Sauf que, tu sais, je connais beaucoup de choses côté criminel, mais le white lining, j'avais jamais entendu parler de ça. Fait que qu'est-ce que je fais? Je prends le téléphone puis j'appelle d'autres policiers Ben ouais. qui m'expliquent que oui, ça existe essentiellement sur le grand réseau autoroutier du Grand Montréal. Puis ils me disent, on en voit souvent, mais ça va plus loin que ça. Premièrement, il y a une page, je ne veux même pas la nommer pour ne pas leur donner de publicité gratuite, mais une page notamment sur Instagram qui publie ces vidéos-là qui sont envoyées par des usagers de la route au comportement téméraire. Et c'est comme si, en publiant ça, ils s'encouragent ça les entre eux. craint. Ça les craint Ouais. entre eux. Fait qu'on se filme de plus en plus. Puis moi, je pensais, en allant voir cette page-là, ils vont publier une vidéo par semaine, peut-être. Ouais. C'est plusieurs par semaine. C'est répandu. Puis ce que les policiers me disent, c'est qu'on le voit de plus en plus souvent. Puis ce qui est inquiétant encore plus, c'est que des policiers qui m'expliquaient que c'est rendu que c'est souvent des jeunes hommes qui font ça. C'est rendu qu'ils nous narguent. C'est qu'ils savent, parce que c'est peut-être pas nécessairement connu de tous, mais au SPVM, on ne poursuit pas, on ne fait pas de poursuite policière, à moins qu'il y ait un danger imminent pour la vie de quelqu'un. Fait que les petits jeunes bandits, ils savent ça. Il y a une raison pour laquelle ils font plus de poursuites. Oui, Max, hein. oui, il y a une raison, sauf que
là, on en subit les contre-coups parce qu'on a des jeunes bandits. Il y a un policier qui me racontait, il roulait sur la 20. Il a été dépassé puis dans un véhicule de police lettré, là, avec les cerises et tout ça. Il y a une BMW qui l'a dépassé à 150 km/h. Et là, ils ont parti les gyrophares. La BMW a freiné pour arriver à leur hauteur. Les policiers leur ont fait signe, tu sais, baisse la vitesse, voyons. Ah ouais, hein? Le fuck you en les filmant, et ils ont remis le gaz dans le fond, puis ils se sont poussés à peu près 200 km/h parce qu'ils savent qu'ils se feront pas poursuivre. Mais il faut le dire pourquoi il y a moins de poursuites, là. C'est parce qu'il y a eu des événements qui se sont finis tragiquement. Ouais. Puis il y a eu comme une grogne populaire, politique, qui fait en sorte que les policiers se disent « Hey, moi, là, je vais-tu vraiment me faire accuser parce que j'ai commis ce qu'on considère être un acte criminel pour faire mon travail. » Donc, tu sais, c'est ça qui s'est passé, là. Sauf que les jeunes qui font ça, est-ce qu'ils pensent aux conséquences? Parce que le policier, quand il s'arrête, le policier arrête la course, je peux pas croire qu'il fait, je m'arrête, je fais demi-tour, puis je finis ma journée, il y a le numéro de plaque. La personne, il s'arrête au même niveau, il voit son visage, j'imagine qu'il y a des enquêtes pour les arrêter. Il aurait pu avoir des morts ou des blessés graves là, dans les incidents dont tu nous parles. Là. Absolument. Puis, 150 km/h, là, ça nécessite une dextérité de conduire est-ce qu'ils sont arrêtés après quand même? Ce soit une semaine plus tard, il y a des enquêtes en cours. Il y a des enquêtes, sauf que il faut que tu prennes le numéro de plaque. Est-ce que c'est un char volé? Ça peut être un char volé, mais il y a deux choses à dire. Premièrement, Val, tu me dis les poursuites policières, c'est dangereux. C'est vrai. Toute poursuite policière est dangereuse. Par contre, quand tu décides de fuir la police, soit que tu as juste fait de la vitesse, mais la plupart du temps, moi, si je vois les sirènes dans mon rétroviseur, je vais m'arrêter. Sauf que si tu t'enfuis, est-ce que tu es un gars qui a, je sais pas moi, 100 000 pilules de speed dans ta valise? Est-ce que tu as des armes? Est-ce que tu es un gars qui est recherché au Québec, un des 10 criminels les plus recherchés au Québec? Est-ce que tu es recherché à travers le Canada? On le sait pas. Mais ultimement, c'est vrai que la poursuite policière est dangereuse. Mais mettons les 100 000 pilules qu'il y a dans sa valise, un jour, ça va se retrouver dans les rues, dans les mains de nos jeunes. Deuxième chose. Ils vont pas faire des poursuites juste pour le fun. Ils vont pas arrêter comme juste faire une poursuite pour une madame qui roulait 20 km trop vite. Là, puis c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été blessés, des innocents qui ont été blessés lors de poursuites policières. Mais je veux te ramener en 2015. En 2015, tu vas te souvenir de cette histoire-là. Il y a des policiers qui faisaient une petite opération. Je pense qu'on vérifiait les plaques de véhicules avec leur appareil sur le dessus de leur autopatrouille. Et il y a un véhicule qui passe devant eux et ils se rendent compte que le gars n'a pas payé des plaques ou des tickets impayés, je me souviens pas. Là. Les policiers le prennent en chasse, les policiers de Richelieu-Saint-Laurent. Ils le prennent en chasse, le gars finit par perdre le contrôle. Mais ils l'ont pris en chasse, il y avait poursuite policière. Et quand le gars perd le contrôle, fait un embardé, il y a une femme menottée qui sort du véhicule parce qu'elle venait d'être enlevée à Montréal et violée toute la nuit. Le gars l'avait filmée, violée à répétition dans une chambre d'un motel miteux de Belleuil. Fait que tu comprends-tu? Des poursuites policières, c'est vrai qu'il peut y avoir des innocentes victimes, mais d'un autre côté, dans ce cas-là, on a sauvé une... Parce que ce matin-là, il venait de partir du motel avec elle. Qu'est-ce qu'il s'en allait faire? On pense tout à la même chose, on ne pourra jamais le savoir, mais on a enlevé de la circulation un véritable prédateur sexuel. Oui, absolument. Michael, toi, là, un des procès qui a marqué ta carrière, là. Le procès de Luca Rocco Magnotta, qu'on appelle aussi, surtout en Europe, le dépeceur de Montréal. Oui, puis cette semaine, c'est revenu dans l'actualité. Je pense que tout le monde s'en souvient. Oui. C'est en mai... Aucune... OK. Mais rappelle-nous, d'abord, explique-nous pourquoi on en parle cette semaine. Luca Rocco Magnotta, c'est qui, premièrement? C'est le Montréalais qui avait tué l'étudiant chinois Junlin, mais qui avait aussi filmé la scène, qui avait filmé qu'il avait mis sur Internet avec la musique de New Order. Ça avait fait énormément de bruit. On a retrouvé le corps de l'étudiant Junlin dans des poubelles sur le boulevard des Caries à Montréal. Ça en a été suivi une traque jusqu'en Europe, en France, en Allemagne. Il a finalement été arrêté, condamné. Il était envoyé au pénitencier vers 2016 environ. Et là... Il a copé la prison à vie. La prison à vie, sans possibilité de libération avant 25 ans. Oui. Mais là, cette semaine, on a lu un article qui racontait que ce détenu-là va changer de centre de détention, comme ça arrive souvent, là. Exactement. Il était au pénitencier de Port-Cartier. Port-Cartier, c'est sur la Côte-Nord. C'est le pénitencier à sécurité maximale. Pour souvent les meurtriers, les déviants sexuels. Là où les pires criminels sont détenus.
On a le super Mats d'Archambault, mais ça, oui, c'est vrai. vraiment une exception. Et là, il a été transféré dans un pénitencier à sécurité moyenne à la Macasa et il serait en processus de changer de sexe et demanderait de se faire appeler Violette. Exact, maintenant. ça, c'est ce qu'un média Le Toronto Sun a rapporté. rapporte. On rapporte que Luca Rocco-Magnotta se considère comme une personne trans et souhaite maintenant se faire appeler Violette, mais nous, on n'a accès à aucun document qui nous... Tu sais, on se fie sur cet article-là. Ça a pour fait en parler. beaucoup parler parce que c'est un meurtre qui avait marqué les esprits. C'était un peu le premier meurtre de l'ère d'Internet où vraiment tout a été filmé. Il y avait vraiment une traque, plein de références à la culture pop. Magnotta a toujours changé de nom. C'était une mise en scène, c'était une réalisation qui avait faite basée sur un film très populaire. Sur Basic Instinct, en fait. Et on peut voir à travers le procès, à travers tous les rapports psychiatriques, que c'est une personne qui avait peut-être des petits problèmes d'identité. Au début, il s'appelait Eric Newman. Il a décidé de changer de nom pour s'appeler Luca Rocco-Magnotta. Pendant sa cavale, il avait plusieurs noms, des noms inspirés de films. Il avait une obsession pour Marilyn Monroe, par exemple. Et là, maintenant, il change de pénitencier. Ça choque le monde parce qu'on se disait, puis on se parlait, Matt, juste avant, que il y a des gens qui aimeraient voir les gens souffrir, payer un peu par la prison. C'est ça qu'on disait. Les gens ne l'avoueront jamais nécessairement, mais quand on envoie, par exemple, un pédophile ou un gars qui a commis un crime comme Magnotta, un crime, c'est dégueulasse complètement ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça quand ils vont aller en prison, qui subissent un peu comment on dit ça, la loi de la prison un peu, tu sais, qui arrive ce qui est arrivé en prison. Mais à la Macasa, est-ce que je me trompe ou ça risque pas d'arriver parce que c'est pas mal des comme lui qui sont là? Faut se rappeler, au pénitencier, les agents, ils ont la responsabilité d'assurer la sécurité des détenus. C'est pas aux détenus de faire justice, faut les protéger. Il y a des programmes, puis la Macasa, c'est vraiment un pénitencier sécurité moyenne qui est spécialisé pour les programmes pour les délinquants sexuels. Exact. Donc, on peut voir, c'est le parcours à peu près standard et même un petit peu lent. Parce que souvent, les détenus, les condamnés pour meurtre, au bout de 10 ans, quand il y a un progrès réel, c'est normal qu'ils soient, on appelle ça dans le jargon, descendu. C'est-à-dire, on passe de maximum à sécurité moyenne pour finir en sécurité minimum dans l'espoir d'obtenir une libération un jour. Ça se fait en général au bout de 5-10 ans. Là, ça a pris un peu plus de temps à Magnotta. Donc, ça donne l'idée qu'il y a encore du travail à faire. Oui, absolument. Puis il va y avoir un colloque particulier. Hein. Il va être au même pénitencier que Paul Bernardo. Oh là là! C'est ce qui est rapporté dans l'article. Puis Paul Bernardo, quand il avait été changé de pénitencier, ça avait fait vraiment beaucoup jaser. Paul Bernardo, c'est quelqu'un là, qui a été condamné là, pour des meurtres, des agressions sexuelles. Là, puis c'est notamment le complice de Carla Molka, là, on se souvient. Donc, mais Michael, tu sais, les gens qui sont dangereux comme ça puis qui ont fait des crimes ignobles, au bout de 25 ans, là, souvent, ils sortent pas. C'est ça, s'ils se sont pas réhabilités. Ce qu'on entend souvent, c'est... On pense que 25 ans, c'est la date limite. Non, c'est sans possibilité de libération avant 25 ans. En fait, 25 ans, c'est juste le début. Exact. Au bout de 25 ans, il peut espérer et statistiquement, ça arrive très rarement. Même quand une personne a eu un comportement exemplaire pendant 25 ans, il va se faire refuser au début parce que il faut aussi regarder la réinsertion sociale. Il y a 25 ans, imaginez maintenant une personne qui va sortir. Il y a 25 ans, Internet était assez balbutiement. Les iPhones, ça n'existait pas. On était encore au vieux Nokia où on devait taper des textos en tapant 3 fois sur le chiffre 1, 15 fois sur le chiffre 7. Il y a vraiment du travail à faire. Et lui, on voit qu'il est encore loin de sortir. Parce que le fait qu'il n'est pas au minimum, ça montre que ça va être difficile pour Magnotta. Tu parles des débuts d'Internet, là. Il avait été arrêté dans un café Internet. Pensez-vous que ça existe encore? En Allemagne. En train de se googler. Exactement. Mais c'est ça. Il est en train de se googler, ce gars-là. Je pense que son principal problème, c'est de jamais avoir réussi à être famous. Lui, il voulait être connu. Tu sais, je pense qu'il avait eu une carrière de mannequin ou d'acteur porno qui avait pas fonctionné. Puis je pense que c'est un gars qui cherchait désespérément à être reconnu. Puis tu sais, son crime, il y a tellement de détails, c'est tellement horrible à tous les points de vue. Tu sais,
le meurtre en tant que tel, le fait de filmer, le fait de faire un montage vidéo, il y a eu du cannibalisme aussi là-dedans. Il a malé, il a posté des parties du corps. C'était pour choquer, parce que le cannibalisme, en fait, il n'y en a pas eu du tout. C'est dans la vidéo, on le voit avec un couteau, une fourchette pour couper des morceaux du cadavre. Il n'avait pas mangé un peu? Il n'en a pas mangé. Non, du tu ne l'as pas, il a écrit un livre là-dessus. C'est vraiment un show qu'il a fait. Mais est-ce que la pression populaire, au bout de 25 ans, quand ça va faire 25 ans qu'il est en dedans, est-ce que la pression populaire peut jouer un rôle dans la... Okay. C'est un facteur parce que les commissaires, quand ils regardent, est-ce qu'on peut le remettre en liberté? Et pour une personne qui est excessivement connue, est-ce que le fait d'être reconnu dans la rue peut avoir un impact? Est-ce que ça fragiliserait? Donc, c'est quelque chose, il y a eu beaucoup de critiques, mais il y a quand même des vérifications qui sont faites. C'est pas on arrive au hasard, puis on écoute pendant 15 minutes et on décide. Il y a quand même des rapports. Est-ce que des erreurs sont faites? On l'a vu, par exemple, il y a quelques années avec Galézé, le meurtrier qui est sorti, qui n'avait pas eu de surveillance. Depuis, ça a été énormément resserré. Une femme à Québec. Ouais. Mais en même temps, c'est une question pour Magnotta qu'on n'aura pas à se poser avant encore une bonne dizaine d'années, parce que c'est pas demain la veille qu'il va être libéré. Tu réfères à cet homme-là qui était sorti de prison, qui avait, alors qu'il était en libération conditionnelle, tué une autre femme du côté de Québec. Ce genre de cas-là, la Commission de libération conditionnelle du Canada va s'assurer que ça ne réarrive pas, là, parce qu'il avait été vraiment dans l'eau chaude avec ça. Mais là, à savoir qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là, à suivre. Hein, il y a encore plusieurs années pour réfléchir. Dans le cas de Magnotta, c'est certain que la personne va vouloir faire parler d'elle encore. Par exemple, pour le nom de Violette, les rapports semblent indiquer que ça semble pas très, très sincère, mais on va voir à l'avenir. On a eu des cas précédemment avec des meurtriers qui alléguaient vouloir changer de sexe pour être transférés de prison. Dans son cas, il reste dans un pénitencier pour hommes, mais il y a des mesures qui vont être prises pour vérifier. En terminant, il faut vraiment préciser que c'est pas fait à la légère. C'est pas pris à la légère. Là. C'est vraiment... Ils doivent subir un processus très intense pour s'assurer que c'est une démarche là, qui est sérieuse. Donc, à suivre. Avec les affaires de sécurité aussi. Absolument, tout à fait. Mon côté, je vais vous parler de proxénétisme. C'est un sujet qui m'occupe souvent. Mais cette fois-ci, je vais vous parler de la prévention. Hein? On se demande souvent, on parlait de violence conjugale là, dans les dernières semaines, puis on se demandait comment on peut s'assurer qu'on prévient. Bien, c'est par la sensibilisation. Puis je le sais que ça peut paraître la sensibilisation... galvaudée un peu. Mais dans ce cas-ci, il y a un programme qui existe du côté des centres jeunesse de Montréal et qui a vraiment fait ses preuves. Donc, pour prévenir le proxénétisme, on va cibler des jeunes contrevenants. Donc, on parle des adolescents qui ont déjà commis des délits, puis qui sont, je veux pas dire le mot détenus, mais tu sais, s'ils sont sous garde, là, c'est parce qu'ils ont, c'est pas la prison, tu sais, on n'envoie pas des adolescents en prison, mais on les garde en centre jeunesse. Donc, on va leur présenter une formation de plusieurs semaines dans lesquelles on va les mettre en contact avec des criminels repentis. Donc, des personnes qui ont été criminalisées, dont certains qui ont même été en détention, qui ont fait la prison, du pénitencier. Puis, on va les jumeler ensemble pour qu'il y ait une réelle prise de conscience. Parce que t'as beau être un intervenant, puis t'as beau comme tu l'as pas vécu. Expliquer aux jeunes de la réduction des méfaits, puis c'est important de... Puis je veux pas minimiser, parce qu'ils sont super importants, ces gens-là, dans les centres jeunesse, mais c'est souvent pris comme... Les jeunes sont comme, ouais, c'est beau, là, genre. Ce que tu dis, c'est qui de mieux pour expliquer la game que quelqu'un qui a connu la game? Ben exactement. Qui de mieux pour comprendre la réalité de la rue, là? Puis quand je parle de la rue, c'est comme les gangs de rue, les gangs criminalisés, que quelqu'un qui a réellement été dans un gang de rue. Donc, ces jeunes-là, ces jeunes hommes-là, là, aujourd'hui, là, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller voir les adolescents, puis ils vont leur raconter les côtés sombres de leur vécu. Puis moi, je les ai rencontrés, ces messieurs-là, qui aujourd'hui tentent d'influencer des adolescents criminalisés ou délinquants. Puis c'est vraiment intéressant parce que moi-même, j'étais la première à essayer de savoir comme qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi t'es allé en prison et tout. Puis ils veulent pas embarquer là-dedans parce qu'ils veulent pas ils veulent pas que les jeunes glorifient. Tu sais, moi, j'étais allée 4 ans en prison parce que j'ai fait tel crime. Yeah! Tu sais, c'est pas ça qu'ils veulent, là. Parce que c'est vraiment quelque chose, tu le sais, t'en as parlé tantôt, c'est cool. Il y en a pour qui c'est... Puis là, je suis pas cool de dire le mot cool, là, mais vous comprenez, là, c'est vraiment quelque chose qui est valorisé.
Donc, moi, je trouve ça quand même intéressant comme approche. Est-ce qu'il y a-tu des résultats? Est-ce qu'on voit des résultats probants? Ou... Ben oui, c'est ça. C'est vu que c'est vraiment comme un petit échantillon, là, parce qu'on s'adresse vraiment comme on s'adresse pas à tous les adolescents de toutes les écoles secondaires, là, ça marcherait pas. Mais oui, ils ont vu des résultats, puis c'est vraiment lié au proxénétisme, là. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des comportements qui pourraient faire en sorte que ça pourrait être de futurs proxénètes ou qu'ils sont même déjà? Et ils ont réussi à cibler déjà des jeunes. Et dans ces cas-là, ben, ils ont pu faire des interventions précises là, auprès d'eux. Cibler des jeunes, comment tu cibles des jeunes? Tu dis, lui, il a l'air de vouloir virer l'autre bord, ou tu sais, comment tu... Ben, ça va plus être dans la façon dont ils vont... C'est drôle parce que c'est dans la façon dont ils vont réfléchir, réagir, le comportement ou le vocabulaire qu'ils vont utiliser. Moi, ça fait longtemps que ce programme-là, je le sais, qu'il est en marche. Là, ça s'appelle ACT. Puis c'est sous forme de court-métrage. Donc, c'est vraiment des courts-métrages très, très, très réalistes. Là. On a publié même la bande-annonce de ce court-métrage-là. Le personnage principal, on le voit jamais, il est toujours de dos. Donc, c'est comme une incursion dans sa réalité. Puis c'est POV. C'est point of view, là. Donc, sur Instagram, c'est très populaire, là, ça, ce terme-là. Puis, donc, POV, il se promène, puis là, lui, il prend des décisions. Fait que là, les jeunes voient comme quelle décision qu'ils le mènent, qu'ils mettent le bras dans l'engrenage, là, tu sais. C'est les livres dont vous êtes le héros, mais version moderne. Oui, c'est ça, exactement. Puis, donc, moi, au début, j'avais été dans les discussions de la préparation de ce reportage-là. J'avais déjà écrit là-dessus. Et il disait qu'il voulait beaucoup jouer sur l'empathie. Pense, là, si c'était ta sœur, ta cousine, ton ami. Puis ça, ils me l'ont dit, là, comme très ouvertement, ça marche pas. Non. Parce que le jeune, il dit, mais ma soeur, elle ferait jamais ça, elle est pas conne. Tu sais, il y a comme déjà une désensibilisation, on déshumanise la personne, la fille qui va aller faire du proxénétisme. Donc, c'est là-dessus qu'il faut aller travailler. Mais il faut aussi aller travailler sur eux. Tu sais, les criminels, là, c'est souvent comme un peu j'aime-moi, là, tu sais. Donc, hey, si tu fais ça, là, c'est pas si tu vas te faire prendre, c'est quand tu vas te faire prendre. Parce que la lutte au proxénétisme, en ce moment, là, très, très, très agressive. Là. Les policiers sont en mode répression vraiment intense. Tu vas aller en prison. Mais c'est surtout... Tu vas pogner un casier. C'est surtout... Après coup, moi, j'axerais aussi... Je leur dirais pas quoi faire. Je pense qu'ils sont assez grands pour le savoir. Mais, tu sais, j'axerais plus sur le après. Tu sais, parce que oui, tu vas te faire arrêter à un moment donné, mais regarde un gars comme Adonis Stevenson, qui a été un champion de boxe et tout ça. Encore aujourd'hui, récemment, là, il est sorti, il y a eu une sortie publique, je me souviens plus trop pourquoi. Puis je regardais les commentaires. Ça fait des années, là, lui, qui a été arrêté pour du proxénétisme et tout ça. Puis il est encore pointé du doigt. Les gens le traitent de tous les noms. Tu sais, pour des gars qui se font arrêter pour du proxénétisme, bonne chance dans quelques années pour... ton image, en tout cas, ton image va être salie parce que maintenant, avec Google, là, tu tapes un nom puis tout apparaît. Mais ces gars-là, tu les as rencontrés parce que Max, il est venu faire les photos de ces deux individus-là qui font les formations, là, qui participent à ce programme-là. Un des gars, Andrés, lui, il a été en prison. Il a eu 4 ans de pénitencier, mais il en risquait 16. Wow. Tu sais, il en risquait 16, puis il a vraiment eu la chienne, là, 16 ans en dedans, là, c'est comme une bonne partie de ta vie d'adulte, ta vingtaine, ton début de trentaine, c'est énorme. Donc lui, il a vraiment eu peur, mais quand il était derrière les portes du pénitencier, il me l'a dit, au début, il y a toujours des semaines de transition, là, t'es encore au provincial, puis là, t'es évalué pour savoir dans quel pénitencier fédéral, tu vas aller. Puis, il me l'a dit, je lui ai demandé, t'étais-tu comme en mode regret? Il était comme, non, tu sais, ils sont très game d'avouer ça. Il était comme, moi, je me trouvais hot, là. Genre, Thug Life, puis, tu sais, d'être là. Puis, il est encore avec ses boys, là. Il est encore avec ses gangs et tout. Puis là, à un moment donné, il a été changé, là, il connaissait plus personne. Puis là, il a été comme pris en deux, là, genre, qu'est-ce que je fais? Là, il réalisait qu'il était avec des gens de la mafia, des gens de gang de rue, des gros criminels. Il était comme, j'étais à l'école du crime. Il m'a dit ça, tu sais, c'est ses mots. C'est quand même honnête de dire ça. Mais là, il s'est dit, c'est ça que je veux, là? Parce que eux, là, ils ont peur de mourir dans la rue, là, tu sais, c'est... Puis là, en ce moment, avec la montée de la violence armée, ben, c'est encore plus réel, là, honnêtement. Donc, tu sais, il essaye vraiment de leur expliquer, tu sais, c'est quoi les conséquences. Il y a une des intervenantes, elle racontait que des fois, il y a des jeunes qui vont leur expliquer qu'ils ont vécu une fusillade, OK? Puis là, ils vont raconter, on courait, puis il y avait des balles, puis là, ils comptent ça comme si, là, ils venaient de raconter le dernier film qui est sorti, là. Puis là,
ils les prennent, là. Puis là, ils font, tu réalises-tu, là? Toi, tu ris, là, parce qu'il y a une balle, tu l'as entendu siffler, la balle, là. Tu réalises-tu? Puis là, tu sais, ils essayent de leur faire. Mais après, ces jeunes-là sont en choc post-traumatique. Mais tu sais, c'est ça qu'il leur faut. Mais ils n'ont pas ça. C'est ça qui fascine les intervenants. Ils n'ont pas ça, le vécu. Le vécu. Moi, il y a des coups de feu qui sont tirés à côté de chez nous. Puis je suis comme, ben voyons donc, tu sais. Puis c'est vraiment comme, eux, ils sont comme, yeah! C'est ça, il faut comme les virer de bord leur mentalité. Ah, mais c'est pas une job. C'est vraiment pas une job facile. C'est vraiment pas une job facile. Puis je trouve que, tu sais, j'y repense, nos sujets sont quand même un peu liés. Je suis pas en train de dire que ceux qui font du white lining vont aller tirer des coups de feu, mais c'est la banalisation de la criminalité. Puis c'est se responsabiliser. Exactement. Au final, c'est ça le but, c'est devenir un adulte complètement fonctionnel. Exact. Donc, on a du chemin à faire, mais heureusement, tu sais, il y a des programmes comme ça qui existent. Puis moi, je le trouvais quand même, franchement... mais tu réécriras là-dessus, on va te lire. Certainement. Ça marche. Hey, c'était le fun. On refait ça la semaine prochaine. Oui, on fait ça la semaine prochaine. Là, on est des archives, puis d'habitude, il y a toujours un petit segment archives. Stéphane Allary, c'est le relâche. Il se repose. On le revoit la semaine prochaine. On le revoit la semaine prochaine avec nous pour nous Ça parler d'un autre fait divers là, qui date de plusieurs décennies. Parfait. Tous les articles discutés dans le balado sont disponibles au www.journaldemontréal.com.